Bienvenue dans notre nouvelle émission La Table Ronde de l'Assurance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité, s'engager à agir concrètement en faveur de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées. Sujet d'actualité et pourtant la migration a toujours été depuis que l'humanité est. Il me semble que la Banque mondiale annonce à 2050 216 millions de déplacés climatiques et pour autant les entreprises inclusives sont celles qui performent le mieux, c'est celles qui connaissent le développement des compétences et c'est celles qui connaissent l'innovation. Pour débattre de ce sujet, je suis heureux d'accueillir Benoît Hamon, directeur général de Singa, et Rose Savard, qui est président également de Singa, mais aussi cofondateur d'une belle société qui s'appelle Welcome Account. Merci. Alors Benoît, une charte sur l'inclusion que le groupe IFPAS connaît bien puisque nous l'avons signée. Pourquoi ? Nous avons fait lancer Singa une charte de l'inclusion qui n'est pas seulement française, d'ailleurs, qui est aujourd'hui européenne et qui permet à des entreprises, des grands groupes internationaux, mais aussi des PME, des ETI, de s'engager en faveur et de l'inclusion et de l'interculturalité. C'est-à-dire, pour faire vite, quand on réfléchit à l'employabilité aujourd'hui des nouveaux arrivants, réfugiés, dans les entreprises, on essaie de réfléchir quel type de formation il faudrait qu'ils acquièrent pour pouvoir être opérationnels, intégrer le marché du travail. Mais ces entreprises qui ont signé, comme l'IFPAS, la charte de l'inclusion, disent quelque chose de plus qui, à nos yeux, va dans le sens de l'histoire. Elles disent « Nous devons modifier notre organisation de façon à être naturellement inclusive, varier nos canaux de recrutement, mais aussi devenir interculturels. » Et vous l'avez très bien dit en quelques mots en introduction, contrairement à bien des idées reçues et des préjugés, être inclusif, être interculturel, c'est facteur de cohésion dans les équipes, c'est facteur de performance dans l'entreprise, ça génère de l'innovation, autant d'atouts qui sont ou ignorés ou suscitent de la méfiance, parfois parmi les équipes, parmi le top management des entreprises. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis des migrations, les perceptions prennent souvent le pas sur les réalités, les sentiments, les émotions prennent le dessus sur les faits, et parfois l'intérêt des entreprises et des organisations. Et on a voulu, en quelque sorte, réhumaniser cette discussion avec les entreprises, leur proposer de s'engager. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et c'est nombreux à s'engager, Benoît ? Ah oui, il y a des grands groupes alors, qui sont connus. Il y a des assureurs, comme l'assureur italien Generali. Il y a le groupe L'Oréal, il y a le groupe Danone, donc des groupes internationaux qui, par leur marché aujourd'hui, où ont à la fois des équipes qui viennent de tous les pays, ont aussi des clients qui ont des cultures, des origines différentes, et donc s'intéressent à ces notions d'inclusion et d'interculturalité. Mais ce sont aussi des petites boîtes, des petites PME qu'on retrouve sur nos territoires qui fabriquent des fenêtres ou des charpentes, qui aujourd'hui choisissent l'inclusion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous aident à changer le narratif sur les migrations. Si je vous dis par exemple que ce qui est ignoré, même parfois on discute avec les gens des chambres de commerce et d'industrie, ils ignorent ce chiffre eux-mêmes. En France, quand on regarde le nombre d'immigrés, il y a, selon l'INSEE, selon les Nations Unies également, 10,6% de personnes dites immigrées, c'est-à-dire qu'elles sont nées de nationalité étrangère dans un pays étranger. Si je suis né en Algérie, nationalité algérienne, même si je suis naturalisé français, je suis considéré comme un immigré. Ça fait 10,6% de la population. Si on regarde le nombre d'étrangers en France, c'est seulement 7,7% de la population qui réside en France qui est étrangère. Il y a combien sont entrepreneurs aujourd'hui en France ? Quand on regarde, 15% de ceux qui créent des entreprises chaque année en France sont des étrangers. 2 fois plus que la part ou leur part dans la population. Ce qui veut donc dire que, en raison du déclassement professionnel, du fait que parfois il est difficile quand on est nouvel arrivant de son diplôme, de sa formation, de trouver un travail qui correspond à sa qualification, mais aussi en raison des barrières qu'il y a à l'inclusion, beaucoup choisissent l'entrepreneuriat et contribuent à travers la création de ces entreprises à la création de richesses, à la création d'emplois, à maintenir des activités là où parfois elles partaient, et qui n'a pas en tête, alors on va me dire c'est des jolies histoires, mais il y en a plein, donc pourquoi se priver de les raconter, mais c'est ce boulanger kurde qui permet qu'une boulangerie soit ouverte dans un territoire qui avait déjà vu perdre son bureau de poste, voit la maternité bientôt fermée, peut-être une classe fermée. Ce sont des gens qui créent des entreprises dans tous les domaines, et Singa, sa mission aujourd'hui, partout en Europe, puisque nous sommes une organisation européenne, c'est d'accompagner ces entrepreneurs, et nous le faisons à travers des pré-incubateurs, incubateurs, accélérateurs. Nous sommes à l'origine de la création du premier fonds d'investissement dédié à l'entrepreneuriat réfugié avec la société Impact Partner,
nous accompagnons ces entrepreneurs pour qu'ils créent des activités. Et alors, je ne crois pas qu'il y ait encore d'activités dans l'assurance qui soient sorties de nos incubateurs, mais ça fera la passerelle avec ce que Roussavard fait. Mais Un appel pour une idée, c'est ça? mais pourquoi pas, mais même jusque la bancarisation, ce qu'on va faire, il y a des entreprises dans tous les domaines, de la tech, l'éducation, l'écologie, évidemment la food, la mode, mais voilà, tous les secteurs. Et juste une chose que je dois rajouter, parce que si je ne le dis pas, je me voudrais, dans les données qu'on remonte aujourd'hui, là encore, contrairement à une idée reçue, un entrepreneur sur 2 qui sort des programmes Singa est une femme. L'entrepreneuriat n'est pas plus masculin que féminin, et en l'occurrence, là où on imagine que l'immigration, ce sont essentiellement des garçons qui viennent, des hommes seuls, célibataires, ce n'est pas le cas. Si on se place du côté de l'entrepreneur puis de l'entreprise, concrètement, ça donne quoi? Je suis un entrepreneur, j'arrive, je vais voir Benoît ou quelqu'un de son équipe, il se passe quoi concrètement? Il se passe qu'on a plus de 20 villes européennes, des programmes entrepreneuriaux. Ce sont des gens qui, parfois, n'ont pas été entrepreneurs avant, parfois l'ont déjà été, vont pas forcément reproduire ce qu'ils ont fait en Syrie, au Soudan, ou en Irak ou en Afghanistan, vont parfois regarder ce que sont les besoins qu'ils voient autour d'eux, et ils vont intégrer nos programmes, nos différents programmes, selon le niveau de maturité de leur projet. Si on est au stade de l'idée, on va les accompagner en pré-incubation. Si l'idée a déjà du sens, qu'il faut maintenant construire un business plan, réfléchir au développement de cette idée pour qu'elle mûrisse et qu'à la fin, il y a un numéro de SIRET, un chiffre d'affaires qui commence à se constituer, eh bien on les intégrera en incubation, et plus en accélération, là où il faut passer à l'échelle, trouver des investisseurs, aller chercher une levée de fonds. Bref, ce sont autant de domaines dans lesquels on peut les accompagner. Force est de constater, et c'est pour ça qu'ils ont du mérite, que même quand ils sont entrepreneurs, même quand ils ont montré patte blanche en quelque sorte dans nos sociétés, les difficultés ou les discriminations dont ils font l'objet parce qu'ils sont réfugiés sont pas moins fortes que s'ils n'étaient pas entrepreneurs. C'est le fait d'être entrepreneur n'empêche pas que la vie soit plus dure quand on est un nouvel arrivant. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de changer, parce que notre objectif, c'est de montrer que leur réussite contribue à nos succès collectifs, et qu'il est particulièrement injuste d'infliger des épreuves supplémentaires à ces entrepreneurs après les épreuves qu'ils ont déjà connues avec l'exil. Si je me place maintenant du côté des entreprises qui nous écoutent, des dirigeants, je suis dans l'assurance, dans la banque, j'entends ce discours, sachant qu'il y a d'énormes tensions sur le marché du travail en ce moment, beaucoup de postes sont à pourvoir, comment ça s'articule? Je suis généraliste, je m'engage, ce qu'ils ont fait auprès de Singa, je suis AXA ou un autre. Que se passe-t-il derrière au-delà de cet engagement? Où est-ce qu'ils ont un intérêt? Alors, il y a des engagements qui relèvent du mécénat et de l'accompagnement. Generali est un de nos partenaires historiques avec sa fondation de Human Safety Net qui nous accompagne pour le passage à l'échelle de Singa, pour le développement de nos incubateurs. Et très honnêtement, grâce à Generali, des dizaines, des centaines d'entreprises ont pu être créées, pas seulement grâce à eux, mais ils ont été des contributeurs directs à la création de ces entreprises. Donc il y a aujourd'hui de l'activité qui s'est créée. Generali a souhaité aller plus loin puisqu'elle a mobilisé son réseau commercial au moment du début de la guerre en Ukraine pour que on permette à quiconque accueillerait chez lui un Ukrainien d'avoir, je crois que c'était 3 à 6 mois d'assurance habitation gratuite. Donc il y a des gestes qui vont jusqu'à mobiliser le réseau commercial de Generali. Mais c'est aussi une stratégie de recrutement. Dernièrement, on a un de nos entrepreneurs qui a intégré les équipes de Generali. On voit qu'il y a la volonté vraiment de faire bifurquer l'organisation de l'entreprise pour qu'elle soit inclusive. Donc, ce chemin-là, il peut évidemment être emprunté par n'importe quel assureur français ou étranger. On les encourage, d'ailleurs, surtout les Français, parce que Generali est italien. Il serait bien que les Français fassent aussi bien. J'ai un petit message, j'en profite. Mais ce que nous développons aujourd'hui, et qu'on développe notamment depuis 2 ans, moi je suis directeur général de Singa depuis 2 ans, on a souhaité développer une part de nos activités qui est une activité de sensibilisation et de conseil auprès des grandes organisations, alors principalement privées, entreprises. Ça peut être aussi des administrations, mais c'est plus dur à faire bouger, pour qu'elles deviennent vraiment inclusives et surtout pour qu'elles soient sensibilisées à un sujet qui monte, qui devient un atout pour les entreprises, mais qu'elles ont des mal à saisir, c'est l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter tous ces biais culturels qui vous amènent
finalement, à vous priver de la possibilité d'innover. Pourquoi ? Parce que vous aurez mal intégré ou mal accueilli des personnes d'origine culturelle différente dans des équipes qui font parfois un peu bloc. Vous n'aurez pas saisi les évolutions qui sont celles de la société, qui sont de plus en plus interculturelles elles-mêmes. Et on fait un travail de sensibilisation de ces organisations. On développe des missions de conseil qui nous amènent aujourd'hui à intervenir auprès, cette fois-ci, de clients, puisqu'on développe une activité commerciale auprès d'eux. Et donc d'avoir pour nous un impact aussi plus systémique quand on est capable de permettre à des organisations de se transformer. Sachant que les entrepreneurs, comme vous le savez, existent dans le secteur de l'assurance et de la banque, il y a toute cette population d'intermédiaires, je pense aux agents généraux, aux courtiers. Et là, évidemment, qu'il y a un boulevard dans ce secteur-là. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, je suis persuadé que nos téléspectateurs l'entendent. Merci, Benoît. Un témoignage concret et passionnant. Ro, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, s'il vous plaît ? Je suis iranien, je suis né en Iran. J'étais en Iran journaliste et entrepreneur dans les médias et la communication digitale. Même si ça remonte à 2007-2008, le terme digital n'existait pas, mais on était parmi les précurseurs de la domaine, tout simplement parce que en Iran, on n'avait pas accès aux médias et aux structures officielles. Donc, l'émergence d'Internet, Facebook, Twitter, YouTube, et on a trouvé cet nouvel espace de communication. Donc, j'ai monté tout en étant journaliste. J'ai jamais gagné ma vie de journalisme, mais en fait, pouvoir mobiliser les gens pour les causes démocratiques et sociales. Donc ça, c'était mon activité principale en Iran jusqu'au moment où j'ai participé activement dans la mobilisation citoyenne contre le président sortant Ahmadinejad en 2009. Donc on a contribué à l'émergence de mouvements démocratiques de cette année 2009, de mouvements verts. Avec la mobilisation citoyenne digitale, c'était pour la première fois au monde qu'on mobilisait de manière bottom-up les gens sur les réseaux sociaux. Twitter est devenu, grâce à nous, shortlisté pour le prix de la paix de Nobel. Mais à cause de cette contribution et ce leadership de ce mouvement, j'ai été arrêté en Iran. J'ai passé plusieurs fois arrêté et en prison. À un moment donné, j'ai décidé de quitter le pays. J'avais pas l'intention de ne pas retourner en Iran définitivement, mais les choses se sont empirées. Et je me souviens que dans ce mois de novembre de 2000, non, c'était fin octobre 2009, j'ai eu dans la même journée 2 propositions des États-Unis et la France, et j'avais moins d'une journée pour décider. Donc il y avait une fenêtre. J'ai choisi la France. Pourquoi la France ? Parce que c'était plus proche de l'Iran, géographiquement, mais aussi culturellement. Je connaissais pas la langue, hein. Donc je connaissais même anglais, mais pas du tout le français. Donc la langue n'était pas un élément de choix pour moi. J'ai appris le français quand je suis arrivé. Là, vous êtes arrivé en France avec un statut de réfugié politique. Je suis réfugié politique, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de créer votre structure ? Comme ça a été dit par Benoît, quand on est des personnes immigrées, mais des personnes réfugiées particulièrement, on vit un déclassement social. C'est-à-dire, on était prof ou médecin, on finit par être chauffeur d'Uber, avec tout le respect que j'ai pour les conducteurs d'Uber. Et c'est pas facile de vivre ça. Donc l'entrepreneuriat et le marché de travail est beaucoup plus discriminatoire que le marché de l'entrepreneuriat pour les nouveaux arrivants. Donc l'entrepreneuriat est la solution. Est une solution pour prendre son destin en main. J'ai décidé de créer ma première boîte, entreprise, en 2015. Et c'est comme ça que j'ai connu Singa.
Donc, parce que c'était le premier programme d'accompagnement de Singa. Et j'ai intégré ce programme et ensuite je suis devenu plus impliqué et je suis intégré le conseil d'administration de Singa en 2018 en tant que président. Et puis la suite, j'ai créé d'autres entreprises au passage aussi. Peut-on parler de l'entreprise actuelle qui est dans le secteur bancaire, me semble-t-il? Encore, ça vient de mon parcours personnel, mais pas que moi. Quand je suis arrivé, c'était très difficile d'ouvrir un compte bancaire parce que c'est un secteur très régulé. Et il y a en plus, même ça augmente. Il y a de plus en plus de contraintes de tout ce qui est KYC et dans le onboarding des nouveaux clients. Et ça a pris des mois pour moi pour ouvrir un compte bancaire. Alors que j'avais un peu d'argent que j'avais mis à côté. En plus, je commençais à travailler parce que j'ai trouvé un job en tant que journaliste. Mais je n'arrivais pas à recevoir mon salaire ni mon argent qui était ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui vivent la même chose. Quand je suis intégré à StationF, là-bas, il y a autour de 30% des entrepreneurs non français, non européens. J'ai vu que même là-bas, parmi les entrepreneurs qui viennent partout du monde, ils vivent la même chose. Dans la communauté de Singa, nos entrepreneurs, c'est vraiment un problème qui revient. Le premier problème. Le premier problème. J'ai fait beaucoup de plaidoyer auprès des banques pour un peu assouplir leur démarche. Ça n'avançait pas et à un moment donné, j'ai décidé de passer du côté des créateurs, de l'entrepreneur, d'apporter une solution au lieu de demander aux gens de faire quelque chose. Donc, j'ai créé une néobanque. C'est quoi votre solution, voilà, Welcome Account, c'est une néobanque pour les nouveaux arrivants avec deux démarches inclusives qui prend en compte la variété des utilisateurs, des clients qui viennent un peu de partout du monde, que leur situation, leur profil ne correspond pas au profil classique des banques. Il faut avoir un CDI depuis 10 générations, il faut être bien intégré, surtout économiquement, en historique bancaire. Et si on n'a pas en fait tout ce profil, les banques, ça ne leur intéresse pas. Entre guillemets, c'est pas parce qu'ils sont trop méchantes, c'est parce que c'est pas leur business. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui restent derrière la porte des banques. Et nous, on a vu que pour les nouveaux arrivants intracommunautaires européens, ça prend 2 à 6 mois pour l'ouverture d'un compte, même s'ils sont salariés, ils ont déjà un contrat, ils arrivent. Et pour les nouveaux arrivants extra-communautaires européens, ça prend de 3-6 mois, parfois jusqu'à des années, pour ouvrir un compte courant classique. Donc, on est arrivé, on a dit, et aujourd'hui, grâce à la FinTech, on peut personnaliser les offres, on peut personnaliser les parcours, tout en restant conforme à la loi, aux régulations. Donc, une néobanque spécialisée pour les nouveaux arrivants qui viennent. Vous accompagnez combien de personnes actuellement? Aujourd'hui, on a nos premières 1000 clients. On travaille avec un modèle B2B2C, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, soit des entreprises, particulièrement des entreprises d'intérim, soit des ONG qui ont un public nouveaux arrivants qui sont en fait dans le démarche d'insertion professionnelle ou carrément qu'ils ont un job. On a, grâce à l'intelligence artificielle, on a une personnalisation à la fois sur les langues des gens, pas la langue de chez nous, évidemment c'est en anglais, en français, mais aussi en arabe, en ukrainien, en persan, parce que les gens arrivent déjà, même en français, on ne connaît pas en fait tous les termes financiers et on signe des choses un peu... Ce qui est étonnant quand on vous entend, ça semble tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'a pas fait préalablement, mais bon, C'était pas possible avant la révolution FinTech.
Mais aujourd'hui, avec la révolution FinTech, il est possible que dès le départ, c'est ouvert. exactement, et on a de plus en plus des banques personnalisées, des néobanques personnalisées pour les médecins, pour les professionnels, pour les indépendants, aux États-Unis. Déjà, il y a 2-3 néobanques spécialisées pour les nouveaux arrivants. En Angleterre aussi, depuis une 5aine d'années, ils ont embarqué des millions de personnes. Nous, on est les premières en France et en Europe continentale, et on essaye de servir des milliers de personnes, mais aussi les pays d'accueil. Félicitations, Benoît. Je pense qu'il y a d'autres exemples aussi comme ça. Il y a peut-être des pépites. Vous en accompagnez combien par an Ça peut aller... là, je pensais à une, parce que ça s'appelle l'IAS Paris, qui est une... J'ai allé sur son site internet, c'est une petite boîte de cosmétiques qui fait des cosmétiques... c'est incroyable, avec un design qui est vraiment bien, avec une excellente culture sur la soutenabilité. Donc, on peut aller dans la cosmétique, on peut aller dans la fintech, l'edtech. Je pense à une très jolie boîte qui s'appelle Aliatech, qui favorise l'accès aux soins des nouveaux arrivants. Comment? Avec une application qui va être utile aux pharmaciens, à la pharmacienne ou aux médecins. Pourquoi? Parce qu'elle va transformer en direct par écrit et à l'oral la formulation d'un diagnostic médical dans la langue d'origine du nouvel arrivant. Si j'arrive de Syrie, que je maîtrise assez mal le français, je vais vous dire ce que j'ai dans ma langue. Ça va être traduit en français, qui là encore on se demande pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant, et je vous le dis, on n'y avait pas pensé. Et donc le pharmacien ou la pharmacienne, parfois c'est juste un pharmacien ou pharmacienne, ou un infirmier va faire son diagnostic de 1 à 10, vous avez mal sur quel... vous dites-moi, et donc voilà, ça c'est dans le domaine de la santé, mais c'est impossible de vous dire ça, mais on a des gens qui ont déjà très bien réussi, avec des entreprises qui font aujourd'hui des gros chiffres d'affaires, se sont installés, et toute une série d'entreprises qui, depuis le food truck qui va vous proposer de la nourriture djiboutienne très modestement, mais qui va ravir vos papilles, jusqu'à des choses beaucoup plus élaborées, avec des entreprises qui partent sur un segment de croissance beaucoup plus élevé, beaucoup plus dynamique. En fait, toute la palette dans ces 20 villes, ces 7 pays, des entreprises existent. Et c'est vrai que Welcome Account, c'est intéressant parce qu'on voit bien que le potentiel d'une société comme celle-là est très important. Mais on est des récompenses. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on est récompensé par ABI Assurance, dans le concours d'ABI Assurance. Parce qu'ils sont trouvés que notre projet est innovant. Et d'ailleurs, on parle avec plusieurs assureurs, parce qu'en fait, notre mission est d'être partenaire de vie des gens, des nouveaux arrivants. Et l'assurance, c'est quelque chose essentiel, et que quand on arrive, on ne se rend pas compte qu'à tel point, professionnellement et personnellement, est essentiel. Là, l'assurance est essentielle, le compte bancaire est essentiel, et la formation aussi, j'imagine. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est que nous, on offre et on propose des produits, des formations, des propositions de nos partenaires aux gens, et qu'on devient leur tiers de confiance quand ils arrivent, pour créer une nouvelle vie dans le pays d'accueil. Benoît, tout ça ne serait pas possible sans formation, me semble-t-il. Oui, alors nous, on a une formation qui est très spécifique, puisque c'est une formation à l'entrepreneuriat pour créer une entreprise, mais encore qu'il y a des points communs entre ce qu'on fait en Allemagne, en Espagne, en France ou en Belgique. Il y a aussi des spécificités liées au territoire. Le chemin pour entreprendre n'est pas forcément le même. Donc on a toute cette expertise-là qui est aujourd'hui développée chez Singa. Et ce qui est aussi certain, c'est que un nombre important de ceux qui auront eu un projet entrepreneurial, mais qui n'aura pas forcément été jusqu'au bout, parce que des fois on peut changer et bifurquer, acquièrent des compétences, des skills, des aptitudes grâce à ces formations et à ces parcours qui leur sont utiles pour accéder au marché du travail. Et tout finalement nos programmes sont là pour faciliter l'inclusion, et notamment l'inclusion par le travail, qu'on fait aussi sur l'apprentissage de la langue, sur la mise en relation avec des locaux, etc. Et évidemment un accélérateur, un booster d'inclusion pour les femmes et les hommes qui passent par nos programmes.
Je les invite également à rejoindre le groupe IFPAS, puisqu'on peut accompagner d'un niveau bac jusqu'au MBA, et notamment sur des métiers entrepreneuriaux. Donc c'est une invitation officielle et ça fait partie de nos valeurs qui sont clairement affichées. Merci à vous deux, merci à tous, à bientôt pour une prochaine émission.